Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un cours sur les applications linéaires. Donc, qui parle des applications linéaires doit d'abord connaître la définition d'une application linéaire. Et cette définition-là, vous l'avez dans votre cours. Ce qui fait que ici, comme toujours je l'ai dit, nous ferons directement des applications. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est sur les applications linéaires. Mettons le titre. Les applications linéaires. Alors, les applications linéaires, c'est l'objet de votre deuxième chapitre. Dans ce cours d'aujourd'hui, nous essayerons de voir comment on montre qu'une application est linéaire. La définition d'abord. Alors, prenons une application, soit F une application. Qui est définie de E vers F. Donc, une application. D'accord? Elle est linéaire. Elle est linéaire. Elle est linéaire, et en E. Si, deux points. Elle est additive et homogène. Ça veut dire que quel que soit grand X et grand Y que nous prenons dans l'espace de départ, on est F de grand X plus grand Y soit égal à F de grand X plus F de grand Y, ce que nous appelons l'additivité. Ensuite, elle doit être homogène. Homogène, ça veut dire que quel que soit grand X que vous prenez dans l'espace de départ et alpha de gamma, lambda, que vous prenez dans un score, prenons par exemple dans R, on est, alors quand vous faites F de lambda grand X, vous obtenez que c'est égal à lambda F de grand X. Voici ce qu'on appelle l'homogénéité. Alors, ça, vous l'avez dans votre cours. Aujourd'hui, on va faire seulement une application sous forme d'exemple ici. Nous verrons comment on montre qu'une application est linéaire. Nous verrons comment on montre un anamorphisme. D'accord? Nous verrons comment on détermine le noyau. Nous verrons comment on détermine l'image. Alors, pour commencer, prenons d'abord ce qui nous intéresse, sont les endomorphismes. Un endomorphisme n'est rien d'autre
qu'un morphisme. Un morphisme est une application linéaire dont l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée. Écrivez, un nanomorphisme est une application linéaire dont l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée. Prenons par exemple ici F qui est défini de R3 vers R3. Alors, qui a X, Y, Z, on lui associe F de X, Y, Z. Comme la page est finie, donc on va aller à la page suivante. Prenons F de R3 vers R3. On avait dit qu'il y a X, Y, Z, comme c'est R3. On lui associe F de X, alors on avait ici moins 2X plus Y plus Z. Virgule X moins 2Y plus Z. Et je continue en bas, virgule X plus Y moins 2Z. Donc voici l'application. On va essayer de montrer que F est un endomorphisme. Montrons que F est un endomorphisme. F donc, est un endomorphisme. Donc ça va? Est un endomorphisme. Voilà. Donc, on va rassembler les deux définitions, F additive et F homogène. Alors, pour ce faire, on va dire soit grand X de coordonnées X, Y, Z et grand Y, on va prendre grand Y, c'est grand Y, hein, de coordonnées X', Y', Z', il ne faut pas que ça se ressemble. Appartenant à l'espace de départ. L'espace de départ, c'est R3. Alors, nous allons aussi prendre alpha et bêta. Chacun appartient à R. Montrons que quand je fais F de alpha grand X plus bêta grand Y, je dois trouver que c'est égal à alpha F de grand X plus bêta F de grand Y.
quand je parviens à montrer ça, j'aurais montré que f est une application linéaire. C'est beaucoup plus rapide. Parce que quand tu es là à faire l'additivité, l'homogénéité, donc ça équivaut en même temps, en un seul temps, à f de alpha i grand x plus bêta grand y égale à alpha f de grand x plus bêta f de grand y. Sur ce point, j'espère que j'ai été suffisamment clair. C'est une équivalence. Vous avez écrit endo, donc c'est endomorphisme ici, hein. Il y a un morphisme. Endomorphisme. Endomorphisme que je voulais écrire ici. Voilà. Alors nous allons le montrer directement. Ce qui fait que nous allons évaluer le f de, donc ça c'est pas quelque chose de nouveau, f de x plus bêta x prime, virgule, alpha y plus bêta y prime, ça vous savez déjà faire, virgule, alpha z plus bêta z prime, ce que vous évaluez, égal. Donc ça on l'a obtenu en faisant alpha grand x plus bêta grand y avec les coordonnées. Donc quand vous calculez avec alpha bêta, donc vous avez celui-là. Alors ce qui fait que dans l'expression de l'application linéaire, on va remplacer maintenant x par alpha x plus bêta x prime, y par alpha y plus bêta y prime et z par alpha z plus bêta z prime. Et le tour est gagné. Alors, commençons cette longue expression. Donc ça fait 2 alpha moins 2 alpha x moins 2 bêta x prime. D'accord. Ensuite plus, avec le y on le remplace par alpha y. Donc ça fait alpha y plus bêta y prime. Donc ensuite ça fait plus le z on le remplace par alpha z plus bêta z prime. Bêta z prime, virgule. Ensuite on prend le deuxième aussi, on fait la même chose. Donc ça va nous faire alpha, alpha d'abord, x plus bêta x prime moins 2 alpha y moins 2 alpha y prime. Ensuite plus alpha z plus c'est bêta, hein, bêta plus bêta ici z prime. Donc, on a fini avec la deuxième coordonnée. Maintenant la troisième, on fait la même chose. Donc alpha x plus bêta x prime plus alpha y plus bêta y prime, ensuite moins 2 alpha z moins 2 alpha z prime. Voilà ce que ça me donne le remplacement. Ensuite ça va nous donner ici, ça c'est égal, on rassemble les alpha d'un côté et les bêta de l'autre côté. Donc ça va nous faire alpha, donc ça fait 2 ou moins 2 ici, alpha x plus
alpha y plus, oui, alpha z pour la première coordonnée, virgule. Ensuite, on a alpha x moins 2 alpha y plus alpha z, virgule. La troisième coordonnée, ça fait alpha x plus alpha y moins 2 alpha z. Ça, c'est avec les alpha. Maintenant, avec les bêta, ça fait plus moins 2 bêta x plus bêta y plus bêta z. Ça, c'est la première coordonnée, virgule. Ça fait ici ensuite bêta x moins 2 bêta y, ensuite plus bêta z, ensuite virgule. On a alpha, bêta x plus bêta y moins 2 bêta z. D'accord. Voilà, donc là on peut factoriser par alpha pour le premier et factoriser par bêta pour le second. Donc ça fait alpha facteur de moins 2x plus y plus z, virgule, x moins 2y plus z, virgule. Ensuite, on a ici x plus y moins 2z. On ferme. Plus, maintenant le bêta, on factorise par bêta. Facteur 2. Voilà, moins 2x. Là, ce sont des primes. Hein. Là, c'est prime. Prime ici. Prime là. Ce sont des primes. Voilà, avec les bêta. Donc, ça fait moins 2 x prime plus y prime plus z prime, virgule. Ensuite, on a x prime moins 2 y prime plus z prime, virgule. Ensuite, on a x prime ici plus y prime moins 2 z prime. Voilà. Donc ça, le premier, vous voyez que c'est égal à quoi? À alpha multiplié par f de grand X. Plus le second, c'est bêta multiplié par f de grand Y. Parce que f de grand Y, c'est f de x prime, y prime, et z prime. Voilà. Donc, ce qui fait que f est un morphisme. Bien une application linéaire. Donc, f est un morphisme. Donc, est un morphisme. Donc, c'est morphisme qu'on appelle application linéaire. Linéaire tiré est un morphisme. De plus, l'application de départ, l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée qui est égal à R3, ce qui implique finalement que F est un endomorphisme. Voilà, donc voici la manière dont on montre un endomorphisme. F
est un endomorphisme. Est un endomorphisme. Vraiment, c'est long quand on montre les endomorphismes. Ce n'est pas trop cette partie. D'accord? Parce que c'est très long. D'accord? Maintenant, si l'espace de départ n'est pas égal à l'espace d'arrivée, on dira que seulement f est un morphisme ou bien f est une application linéaire. On va s'en arrêter là. D'accord? Voici la manière dont on montre les endomorphismes. Maintenant, ensuite, on va continuer avec une autre question. Donc, c'est la matrice de f dans la base canonique. On l'appelle seulement matrice de f des fois. Matrice de f. Alors, la matrice de f est très simple à déterminer. Donc, il faut simplement regarder l'application linéaire. Alors, ce qui fait que là, je calcule f. Je change de page. Voilà, donc ce qui fait que là, vous faites f d'abord de 1, la base canonique de R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, vous faites d'abord f de 0, f de 1, 0, 1. Ça veut dire que vous remplacez x par 1, y par 0 et z par 0. Donc, ce qui fait que quand vous calculez, je vous laisse faire le travail. Donc, vous trouvez moins 2, 1, 1. Ensuite, vous faites f de 0, 1, 0. Donc, ce qui vous permet d'avoir ici, vous remplacez x par 0, y par 1 maintenant et z par 0. Donc, vous avez 1, moins 2, 1. Et la dernière, donc c'est f de 0, 0, 1. Alors ça vous donne, remplacer x par 0, y par 0 et z par 1. Donc ça vous fait 1 ici. Je pense que là aussi c'est 1. Et la dernière c'est moins 2. Alors ce qui implique que la matrice est très simple à représenter. De M. Donc de F. Moi je le note comme ça. Donc ça vous donne combien ici? Donc les lignes sont représentées ici par des colonnes. Donc ce qui fait que la première ligne on aura moins 2 ici. On met ici 1. Et là aussi 1. Dans une matrice, quand on remplit, les lignes sont mises en colonne. D'accord? Donc on remplit de façon transposée. Donc le deuxième c'est 1, moins 2. Et ici c'est 1. Et le troisième c'est 1, 1 en vertical, moins 2. Donc voici la matrice de F dans la base canonique. D'accord? Voilà, donc c'est la deuxième question qu'on vous pose souvent. Donc voici comment on le fait. Ensuite, on va passer maintenant au noyau. On va passer au noyau. On va passer au noyau. Le noyau, par définition, on le note par un caire. Le caire de l'application, ça veut dire le noyau de l'application. En anglais, c'est kernel. Ça vient de kernel. Noyau 2. Alors, vous pouvez taper ça en anglais sur Google pour voir. Alors, comment on le détermine? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que f de x égale à 0 de f. D'accord? Comme ici, E c'est R3, donc je dirais l'ensemble des x, y, z qui appartiennent à l'espace de départ R3, tel que
quand je fais f de x, y, z, me donne exactement le 0, l'élément neutre de l'espace d'arrivée. Ici, comme c'est un isomorphisme, l'espace d'arrivée, c'est R3 aussi. Voici comment on définit le noyau d'une application. Le reste, maintenant, c'est une question de je calcule bien ou je ne calcule pas bien. Parce que c'est un système d'équations qu'on obtient. Quel est ce système-là? C'est moins 2x plus y plus z égale à quoi? 0. Ensuite, x moins 2y plus z égale à 0. Ensuite, x plus y moins 2z égale à 0. Donc, vous devez sortir x, y et z. Alors, dans cette résolution-là, je vous conseille la plupart de faire les méthodes de pivot parce que c'est beaucoup plus sûr, sans erreur. La méthode de pivot, vous l'avez fait depuis la classe de première. C'est la méthode d'élimination. Alors, on continue avec la méthode d'élimination. Ça veut dire que je dois fixer la première ligne. La première ligne, c'est moins 2x. La méthode de pivot que je vous ai montré. 1 ici. Et combien là? Là, c'est z égale à 0. Ensuite, pour avoir ici 0, pour éliminer le x, donc je multiplie par 2. Ça va nous faire moins 4y plus y. Ça fait moins 3y, je pense. Si je me trompe, vous pouvez me rectifier. Ensuite, ça fait 2y, 2z plus z, ça fait 3z plus 3z. Égale à 0, 0 là-bas. Ensuite, là aussi, la même chose, je multiplie par 2, ça fait 0. Ensuite, 2y plus y, ça fait 3y. Ensuite, moins, alors 3z. Égale à 0. D'accord? Voilà, maintenant je fixe la deuxième ligne. Ça fait moins 2x. Je vais éliminer maintenant les y. Plus z égale à 0. Ensuite, j'ai moins 3y que je vais fixer maintenant, plus z égale à 0. Ensuite, j'élimine les y, ça fait, quand je fais la somme, ça fait 0, 0, 0. Voilà, 0 égale à 0. Bien. Voilà, donc on note ici 1. Ici c'est 2. Ici c'est 3. Ou bien vous résolvez comme vous voulez. Alors l'équation 3 ne me permet de rien avoir. L'équation 2, je pense que lui, ça me donne y égale à z. D'accord? Alors, quand je remplace dans l'équation 1, y égale à z, ça va me donner x égale à y aussi. X égale à z, du moins, c'est y que je remplace par z. Donc, finalement, quand je ressemble ces deux-là, j'ai x égale à y, réfléchissez un peu, égale à z. Je l'ai fait de façon très bref. D'accord? Donc, ce qui fait que finalement, le care, donc ça, on l'a fait avec les sous-espaces vectoriels. Ce qui fait que je égale, vous avez x, y, z, donc appartenant à R3, d'accord, tel que x, c'est un sous-espace vectoriel de Kerr, égale à y, égale à z. D'accord? Là aussi, je vous donne à réfléchir. Donc, c'est vect ou ligne du vecteur, si vous suivez mes TD,
Ça ne sera pas difficile à déterminer, est engendré par le vecteur 1, 1, 1. D'accord? Bien, vecteur de U. On va l'appeler vecteur de U. Avec U étant égal à 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, donc notons ici, j'ai trouvé 1, 1, 1. Donc pour le care, c'est vecteur ou ligne de 1, 1, 1. Bien. Alors l'autre question que l'on pose concerne la dimension de im. D'accord? Alors, il est facile de déterminer une base de care de f. Il suffit seulement de dire posons B1 égale à la famille U. D'accord? Alors, comme care de f égale à vecteur de U, n'est-ce pas? Alors, B1 est une famille génératrice. Mariama, je ne sais pas pourquoi, vraiment, elle n'utilise pas ce que j'ai fait. Hein? B1 est une famille génératrice. Mariama est très compliqué. Elle n'utilise pas ce que j'ai fait. Hein? Est une famille génératrice. Il faut m'inventer les quoi. Utilise ce que je fais, toi aussi. Est une famille génératrice. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que de savoir B est libre? A-t-on B1 libre? Comme c'est un seul vecteur, on va la comparer à l'élément neutre. Alors, on a U égale à 1, 1, 1. Ce qui implique donc B1 est différent ici de 0, 0, 0. Donc B1 est libre. Ce qui fait de B1 une base. Sans regarder les vidéos précédentes. Pour montrer la notion de base dans des sous-espaces vectoriels. B1 est une base. Parce qu'elle est libre et génératrice. C'est une base de care de f. Maintenant, le reste, vraiment, on l'a fait dans les vidéos précédentes. On peut vous poser n'importe quelle question. Une base de care de f. Et dimension de care de f. Quand on fait la base, automatiquement, c'est la dimension. Dimension de care de f est égale au nombre de vecteurs de la base. Donc, égal au cardinal. Donc, quand on dit nombre de vecteurs, on parle de cardinal. Donc, cardinal de B1 égale à combien? B1 contient un seul vecteur. On n'a pas compté les coordonnées. Voilà. Donc, maintenant, quand on veut en déduire la dimension de im de f, parce qu'à chaque fois, dans ces questions-là, on me dit déduire la dimension de im de f. On voit ici qu'on n'a pas encore déterminé im de f, mais on anticipe sur la dimension de im de f. Ça veut dire que vraiment, il y a une proposition ou bien un théorème qui nous permet de l'obtenir. Alors, ce théorème-là, ce qu'on appelle la règle des trois dimensions. Alors, on dira d'après la règle des trois dimensions, la règle des trois dimensions,
de 3 dimensions. Alors, elle dit quoi? Que la dimension du noyau tiers de f plus la dimension de im de f qu'on appelle aussi le rang de f, la dimension de im de f c'est le rang de f, ça porte le même nom, est toujours égale à la dimension de l'espace de départ. Et l'espace de départ ici c'est R3. C'est toujours l'espace de départ. E. D'accord? Et ici je signale que dimension de le rang de f c'est la même chose que la dimension de im de f. Donc c'est le rang d'une application, c'est la dimension de l'image. Et sur ce point, j'espère que aussi j'ai été suffisamment clair. Alors j'ai perdu le curseur, voilà, c'est là. Alors continuons maintenant ici, ça va nous faire, monsieur Sen, le rang c'est combien? Algèbre daal dafa neex quoi, tout simple. Algèbre c'est des maths. Donc, ce qui implique, je peux résoudre cette équation, donc ce qui implique que la dimension de im de f ou bien le rang de im de f donc égale à la dimension de l'espace de départ, qui est égal à quoi? Dimension de R3 c'est 3, moins la dimension de im de f, de tiers de f, on a trouvé combien? 1. Donc la dimension de im de f égale à 2. D'accord? Le premier c'est la dimension de R3. Le deuxième c'est la dimension du tiers. Donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Bien. Donc voici la dimension de im de f. Maintenant une autre question qu'on pose, c'est est-ce que f est injective, surjective ou bijective? Ici, est-ce que la fonction f est injective? On dira que non. F non injective. Pourquoi, monsieur Sen? Parce que le tiers n'est pas réduit à l'élément neutre. Car le tiers de f est différent de 0 de R3. Si c'est égal à 0 de R3, ça veut dire que vous faites f de x égale à 0, vous trouvez x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0, donc le tiers de f sera égal à 0 de R3. Mais ici, c'est différent de 0 de R3 parce qu'on a trouvé un vecteur u qui est égal à 1, 1, 1. Donc, ce n'est pas injectif. Bien. Sur ce point aussi, j'espère que c'était suffisamment clair. Est-ce que f est surjective? Eh bien non. Donc f non surjective. Et pourquoi, monsieur Sen? Parce que le rang, ou bien la dimension de im de f, le rang de f, ou dimension de im de f, qui est égal à 2, est différent de la dimension de l'espace d'arrivée d'im de f. D'im de f, f c'est égal à R3, donc la dimension de R3 c'est 3. Si le rang de f égale à 3, dans ce cas-là, on dit que la fonction f est surjective. Et ce qui est important avec les endomorphismes, c'est que si vous avez f injective, forcément elle est surjective, forcément elle est bijective. Si vous avez f surjective, forcément elle est injective et forcément elle est bijective. Si vous avez un qui n'est pas vérifié, tout le reste n'est pas vérifié.
Ça, c'est la règle sur les endomorphismes. C'est une propriété que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Ici, je ne l'ai pas utilisé, c'est pour vous montrer un peu. D'accord? Mais je pouvais dire, comme f n'est pas injective, alors non plus elle n'est pas surjective, et non plus elle n'est pas bijective. Pourquoi? Parce que c'est un endomorphisme. Si 1 est vérifié, tout est vérifié. Si 1 est faussé, tout est faussé. Bien. Donc, c'est pas la peine de faire la bijectivité. Là aussi, c'est pas bijective. D'accord? Puisque nous avons un endomorphisme. Une application bijective, c'est une application qui est à la fois injective et surjective. Voilà. Maintenant, on avait déterminé la dimension de im de f. Maintenant, cherchons à voir comment on fait aussi pour déterminer le im de f en tant que tel. Im de f et sa base. Ouais. Alors, im de f est facile à déterminer. Je pense que même quand je dors, je saurais déterminer im de f. Par définition, vous le connaissez, im de f. C'est f de grand X tel que grand X est dans l'espace de départ. Ici, l'espace de départ, c'est R3. Maintenant, on a 2 points. Voilà, on a 2 points. J'écris f de x, y, z égale. Je vais rassembler les x d'un côté, les y de l'autre côté et les z de l'autre côté. Donc, ça va me faire moins 2x pour la première coordonnée, x pour la seconde coordonnée et x pour la troisième. Plus, je rassemble les y, ça fait y, virgule, moins 2y, virgule, et y ici, et là y pour la troisième coordonnée, plus la quatrième coordonnée, je rassemble les z, ça fait z ici pour la première coordonnée, virgule, z pour la seconde coordonnée, virgule, et moins 2z pour la troisième coordonnée. Si dans une coordonnée, il n'y a pas de z, je mets 0. Il n'y a pas de y, je mets 0. Il n'y a pas de x, je mets 0. Ce qui implique que im de f égale à vect 2. Quand je factorise par x, il va rester moins 2, le vecteur moins 2, 1, 1, point virgule. Ensuite, quand je factorise par y, il va rester 1, moins 2, 1. Mettons le 1 là en rouge. 1. Ça tombe sur les point virgule. Et le troisième vecteur, c'est 1, 1, moins 2. Ouais. Alors, pour déterminer une base de im de f, c'est simple. J'avais calculé la dimension de im de f. Dim de im de f égale à 2. Ça signifie que toutes les bases de im de f sont constituées par deux vecteurs. J'ai 3 ici. Je choisis 2 vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc, je peux dire alors ici im de f,
je peux choisir 2 vecteurs au hasard, j'élimine un. Sur l'élimination, d'autres font la méthode de pivot pour éliminer. Moi, comme j'ai la dimension ici, j'en choisis 2 parce que la dimension elle clôt tout. ñetti vecteurs là am fii damay xool rek ñaari vecteurs yoo xamante ne ils ne sont pas linéairement indépendants ma keneen waaw. Exemple ici, je peux prendre le vecteur moins 2, 1, 1 et le vecteur combien ici 1, moins 2, 1. Ouais. Voici IM de F. Donc est B2 qui est défini par ces vecteurs-là, moins 2, 1, 1, point virgule, combien ici 1, moins 2, 1, constitue une base de IM de F. C'est forcé. Constitue une base de IM de F parce qu'on a déjà la dimension. Une base de IM de F. Constitue une base de IM de F. Maintenant, dans les calculs de IM de F, des fois on peut faire la méthode de on me dit IM de F égale à vectre de ces 3 vecteurs là. Si on me demande IM de F tout simplement, je dis que c'est vectre de ces 3 vecteurs là. Maintenant, quand on me demande la base de IM de F, je pose B2 égale à le vecteur moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Elle est génératrice, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'elle est libre? Vous verrez, quand vous allez faire le pivot, il y aura une ligne qui est nulle. Ce qui fait que vous choisissez seulement les 2 vecteurs. Donc, quand vous éliminez la ligne nulle là, le vecteur qui correspond, il va vous rester 2 vecteurs. Ce sont ces 2 vecteurs-là que vous allez choisir pour dire que c'est ça qui constitue la famille libre. Et donc, elle va constituer là la base. On verra des exemples là-dessus. Ouais. Maintenant, exercice d'application. Ça, vous posez ça comme V. Et ça, vous posez ça comme W. D'accord? Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai montré comment on fait pour avoir un supplémentaire. Ici, vous avez B1, vous avez B2. Alors, dans ce cas-là, montrez-moi que Ker de F, qui est engendré par U, est le supplémentaire de IM de F, dans R3. D'accord? Ça veut dire que vous posez B égale à B1 union B2 et vous essayez de montrer que B1 union B2 est une base de R3 en faisant référence à l'autre vidéo sur la base, les dimensions, les familles libres que j'avais eu à faire. Voilà. Si vous ne comprenez pas, vous me laissez un commentaire en bas de la page, mais je pense que quand même vous avez compris. Alors, l'exercice d'application. Alors, l'exercice d'application. Alors, je vous donne F de R3 vers R3. Donc, avec F de XY, Z égale à moins Y
plus Z à X moins Y. Ensuite à moins X plus Y. Donc, première question. Montrer que F est un endomorphisme. Montrer que F est un endomorphisme. Deuxièmement, alors, déterminer une base de Kerr de F. La dimension de IM de F. De IM de F. Professeur? Tu fais court? Ouais, nos enregistres. De IM de F. Ensuite, deuxième question. La matrice. Matrice de F dans la base canonique. 4. F est-elle injective? Donc, injective. Surjective. Ou bijective. Le 5. Vous allez déterminer IM de F. D'accord. Ensuite, vous allez répondre à la question a-t-on Kerr de F supplémentaire de IM de F dans R3. Il faut au préalable d'abord déterminer IM de F. Ok, merci beaucoup et à la prochaine, monsieur Serre.